Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Meta Report. Ce sera le dernier sur le set 3 Whispers from the Maze puisque Skybound Odyssey sort au début du mois d'octobre, hein. On a pas mal de reveals qui ont déjà eu lieu et d'autres qui sont encore à venir sur la semaine prochaine. Et puis on va aussi gentiment se rapprocher des championnats du monde, hein, de ce joli week-end qu'on va avoir à Paris pour ces championnats du monde, cette fête qui va un petit peu aussi fêter le premier anniversaire d'Alterd TCG. Donc voilà, j'ai très hâte de tous vous croiser, très hâte de voir les championnats du monde. Ça va être vraiment cool avec ce 7-4 qui a l'air très prometteur également. Mais voilà, en tout cas, dernier petit point d'étape sur la situation sur le 7-3 et on est parti tout de suite. Bon, au niveau de la méthodo, rien ne change. Du coup, hein, les gros tournois, on a évidemment les qualifiers BGA qui continuent de se rajouter avec le qualifier NA, le qualifier APAC. Et puis sinon, les AWOL, les Altered League Latam et les ADS Unique Tournament. On se rappelle, pour ceux qui n'avaient pas vu le dernier Meta Report, l'AQZ du jeudi s'est arrêté. Malheureusement, donc, on n'a désormais plus ce tournoi dans les nouveaux tournois qu'on arrive à récolter toutes les semaines. Voilà, et puis sinon, les éléments clés ne changent pas et la façon de checker la santé de la méta non plus. Donc au niveau du périmètre du Meta Report, donc c'est évidemment des statistiques post-nerf Fafanas. On est sur 30 tournois. Je le rappelle, les qualifiers BGA sont comptés comme 4 tournois, hein, les 4 pods qui sont créés pour éviter de faire des trop gros tournois parce que BGA ne les gère pas. 3400 joueurs avec presque 10 000 matchs. Donc vraiment, ça nous permet d'avoir une bonne petite vision d'ensemble de la méta. Allez, par rapport à la popularité des factions, donc vous pouvez le voir, il y a 3 factions qui continuent à gagner un petit peu de terrain, enfin 2 factions. Ordis et Axiom sont globalement stables, hein, sur cette période de 3 semaines. Bravos et Lyra, du coup, sont les gagnants avec Lyra qui fait une belle petite percée, même si pour l'instant elle représente que 16% et c'est la troisième slash quatrième faction la plus jouée. Par contre, Bravos, c'est vraiment impressionnant. On a plus d'un joueur sur 4 maintenant qui se ramène avec un héros Bravos. Alors après, attention, hein, les 3 héros sont compétitivement viables, que ce soit Kojo, Bazira ou Hatsadi, ils sont très bien placés dans notre tier list, donc ça aide aussi à ce que la faction soit autant jouée. Et par contre, les factions qui clairement perdent du terrain, bah, ce sont Izmir et Mouna. Teja qui est de plus en plus difficile à jouer, avec notamment la recrudescence de certains nouveaux héros dont on parlera juste après. Et Izmir, Afanas continue de décevoir, et malheureusement, Lindy et Akesha, c'est un petit peu compliqué, même si on en parlera un petit peu après. Allez, j'enchaîne tout de suite. Alors, la popularité des héros. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a quelques gros mouvements. Et donc, il s'explique notamment par les derniers résultats qu'on a eus, hein. C'est assez impressionnant de voir quand même à quel point la méta bouge rapidement lorsqu'on a certains résultats, là, certains gros résultats. Donc là, la période est de 3 semaines, hein, donc faut pas se dire que c'est vraiment un mouvement brut qui s'est fait sur ces 3 semaines. Typiquement, Fen augmente de 2 points sa part dans la population, mais parce qu'on a eu des très belles performances de Fen en AWOL et au qualifier NA, si je dis pas de bêtises, avec la victoire d'Agandman. Mais on a également une grosse montée de puissance de Bazira, puisque Bazira avait remporté le qualifier Europe avec Giacomozu. Donc voilà, on a une très grosse hausse de Bazira qui devient désormais le premier héros Bravos parmi tous les héros. Et à côté, on voit Kojo qui perd énormément de parts. Donc c'est forcément, hein, c'est des joueurs Bravos qui jouaient Kojo qui se sont mis à Bazira. Donc il y a une certaine logique quand même dans ce qu'on est en train de voir. 13 qui continue à gagner du terrain, qui est désormais le deuxième héros le plus joué de la méta, à égalité quasiment avec Sigismar qui descend un petit peu parce que pas de performance exceptionnelle type gagner des qualifiers BGA, mais encore des performances qui donnent envie aux joueurs, en tout cas à une grande partie des joueurs d'Alter, de le ramener en tournoi. Et puis Teja, du coup, qui connaît une grosse baisse, et avec Rin
et Arjun qui sont très peu joués, ça fait de Moona l'une des factions les plus boudées. Et on voit aussi les Izmir, Akesha 5%, Lindiwe 3,4%, Afanas 2%. Voilà, clairement, Afanas rejoint le club des Arjun, Subash et Waru, club dont on parlait déjà un petit peu au dernier Meta Report, et c'est un club qu'on n'a pas spécialement envie de rejoindre, malheureusement, mais c'est désormais le club d'Afanas. Au niveau de la diversité, bah, on est sur une diversité qui est vraiment exceptionnelle. Pour le coup, on a donc là, si je dis pas de bêtises, on a 8 héros qui font 75% de la méta, ce qui est un bon chiffre, et on a quand même après pas mal de héros qui tournent entre 5, 4, 3%. Bon, c'est toujours mieux que rien. En tout cas, on voit quasiment de tous les héros, sauf peut-être Waru, Subash et Arjun qui sont vraiment beaucoup plus bas. Mais sinon, dans l'ensemble, on voit quand même un petit peu de tout, ça fait plaisir. Et au niveau de la concentration, eh bien, Sigismar a seulement 13%. C'est une concentration qui est un petit peu prononcée quand même, parce qu'on a deux héros qui font 25% et quasiment 5 héros qui font 50%. Mais ça reste raisonnable par rapport à ce qu'on a pu avoir dans d'autres méta, type 7-1 Waru ou 7-2 Afanas Sigismar. Au niveau des top 16, alors je rappelle ici, les qualifiers, donc que ce soit le qualifier Asie ou NA, ne sont pas considérés comme un seul tournoi, mais bien comme 4 tournois différents, les 4 pods qui ont été créés. Donc ça veut dire que pour le qualifier NA, ben, en fait on a 64 joueurs qui ont fait top 16, donc chacun dans l'un des 4 pods. Donc il ne s'agit pas du tout du top 32 final, et du coup du top 16 final, en tout cas de ces tournois, une fois qu'on a commencé la partie en BO3, faut bien le savoir. Mais voilà. Donc, au niveau de la présence en top 16, eh bien là on le voit, le top 1 est clairement trusté par Trace et de très très loin. 54 top avec un taux de conversion de 32%, c'est assez conséquent, sachant qu'on est quand même sur des tournois qui sont de grande envergure, hein, avec l'Asie je crois que c'était 90 personnes. Bon, les AWOL c'est toujours 128. Les NA, c'était 130 personnes, il me semble, les pods. Donc voilà, c'est quand même des très très forts taux. Et puis tout de suite, on descend avec Sigismar seulement 39 top, Fen qui prend la troisième place, Hatsadi qui prend la quatrième place avec Kojo, hein. Il y a vraiment Hatsadi et Kojo qui sont un peu les deux choix avec des dynamiques bien différentes pour les deux héros, mais en tout cas ça laisse beaucoup de place aux joueurs Bravos, et ça laisse beaucoup de place à des decklists qui peuvent avoir l'affamé. C'est important, hein, mine de rien, quand on se dit qu'on veut aller dans un top cut, vous avez 20% du top cut, et si on rajoute Bazira, 26% du top cut du top 16, qui a priori peut jouer au moins un affamé. Et forcément, hein, ça explique pourquoi on a aussi peu de decks avec setup en ce moment qui sont plus présents. On le voit, Teja, alors Teja arrive à peu près à s'en sortir, avec un taux de conversion qui est pas si horrible que ça en top 16. Mais derrière, on voit alors Lindy Way qui a besoin un petit peu de setup quand même, Gulrang également, Syrah, malheureusement, ce sont trois decks qui actuellement ne tiennent pas dans la méta à cause de l'affamé et de cette grosse présence de decks Bravos. Mais du coup, voilà, en termes de taux de conversion, eh bien, on a Trest et Hatsadi qui sont nos leaders, avec donc presque un tiers des joueurs qui passent en top 16. Et ensuite, c'est des decks qui sont plus bas, qui présentent des beaux taux de conversion, avec Lindiwe et Rin. Lindiwe, bon, on en reparlera un tout petit peu après, mais Lindiwe qui a eu de très belles performances sur notamment la dernière semaine de compétition. Et Erin également, qui a à la fois quelques belles performances, 8 top ici, 8 top 16, et surtout des bons win rates également globaux sur les différents tournois, en tout cas sur les joueurs les plus expérimentés. Donc voilà, j'avais envie de les mettre en avant tous les deux, parce que je pense que c'est des decks qui ont été un petit peu oubliés, ou potentiellement aussi qui profitent un petit peu plus de cette méta. Typiquement, Rin et ces archétypes festival profitent peut-être un petit peu plus de la méta, un peu moins centrée sur l'interactivité, parce que Trace c'est typiquement un héros qui n'a pas trop d'interaction, pardon. Alors quelques decklists peuvent jouer des décharges de Kélon et des avalanches, mais pas toutes les decklists. Et puis les botfix, pareil, hein, certaines decklists botfix ne se concentrent pas spécialement sur la gestion. Bon, par contre, c'est pas la même chose de Sigismar Fen et les
et les Bravos, mais voilà, il y a quand même des spots où, Rin peut potentiellement jouer assez tranquillement, autour de festivals. Voilà, et donc en termes de diversité des héros, eh bien, on est sur encore une très bonne diversité sur la méta dans le top 16. Une légère concentration, mais ça c'est principalement dû à une grosse domination quand même de Treist sur cette catégorie. Et voilà, dans l'ensemble, on peut noter Arjun et Waru qui ne font aucun top, et Subash qui fait seulement un top. On continue avec le top 8 et là, bah, on voit le même trio qui se démarque, donc Treist, Sigismar et Fen sur la présence en top 8, avec Treist qui a toujours le meilleur taux de conversion, 16%. Et par contre, là, la hiérarchie change un tout petit peu. On a Sigismar qui est deuxième ex aequo avec Rin, encore une fois, en taux de conversion à 15%. Donc vraiment, Rin, c'est un petit peu, c'est la bonne surprise de cette période, de ces 3 semaines, parce qu'elle n'est pas tant jouée que ça, mais pourtant, il y a des taux de conversion qui sont quand même plutôt satisfaisants. Alors, je ne saurais pas vous dire combien de joueurs, si ce sont les mêmes joueurs qui sont un petit peu illustrés sur l'héroïne, mais en tout cas, force est de constater que bah, Rin, ça commence à faire des choses. Ça commence à faire des choses. Voilà, j'en ai déjà parlé au niveau de l'interactivité des deck trust, etc. J'en reparlerai pas. Mais voilà, et puis après, on peut voir juste que Teja remonte un petit peu dans le classement et qu'ensuite, on a un très gros bloc Bravos, encore une fois. Hein, donc les Bravos, ça représente 8, 16, 22% des top 8. Donc c'est toujours pareil, hein, ça empêche vraiment des decks à setup d'accéder au top. Et par contre, ça permet à certains decks comme Trace, typiquement contre Hatsadi, de prendre un petit peu de vitesse et derrière de jouer le 1 pour 1 jusqu'à la fin de la game. Mais en tout cas, rien de surprenant de toute façon. C'est des decklists, enfin, c'est des decks qu'on connaît depuis maintenant un peu plus d'un mois. Et voilà, avec Trist qui est vraiment très au-dessus. Et au niveau du bas du classement, donc Arjun et Waru forcément, Subash, aucun joueur en top 8, et Aurak, Sierra, Afanas, Akesha en difficulté, avec Gulrang aussi. Voilà. Et les taux de conversion, on peut quand même noter un taux de conversion correct d'Afanas à 11%. Quand on regarde, en tout cas, les taux de conversion autour d'Afanas, ils sont bien plus bas, parce que voilà, il y a vraiment les aficionados du héros qui essayent de rester dessus, mais dans l'ensemble, c'est quand même un héros qui gagne beaucoup moins maintenant. Alors pour cette fois-ci, je vais pas vous montrer la liste en tout cas des tops sur les tournois BGA, parce que je vais beaucoup parler des tournois qualificatifs pour les Worlds. Donc pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais couper cette partie-là aujourd'hui. Juste, je voulais faire un gros big up à Wesh de la team Alter Aces, puisqu'il a remporté donc ce dernier lundi un AWOL, donc 120 joueurs, 119 joueurs avec Lindy Way. Donc un gros, gros, gros GG à Wesh, franchement. Il fait partie en tout cas des joueurs qui ont permis à Lindy Way de s'illustrer notamment sur les top 16 et un petit peu sur les top 8 également. Et on voit qu'il n'est pas tout seul, puisqu'il y a Zoa également qui a réussi à faire 5-1 avec Lindy Way. Donc voilà, franchement, bon, gros GG évidemment au sang de la team Wesh, mais également à Zoa pour leurs deux belles performances sur Lindy Way. Voilà, je voulais passer ce petit message et j'enchaîne tout de suite avec la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. On va maintenant parler des tournois qualificatifs aux Worlds, et on a très bien mangé pendant 3 semaines. Là, vous le voyez, on a 8 tournois, pardon. 8 tournois qualificatifs qui ont eu lieu. Il y en a encore 2 qui ont eu lieu au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Il y a, il me semble, États-Unis et Brésil. Donc potentiellement des nouveaux qualifiés, bah, c'est pas potentiellement, c'est sûr qu'il va y avoir des nouveaux qualifiés. Mais en tout cas, voici un petit peu comment ça va fonctionner. Donc là, vous avez le top 2 de chaque tournoi et le nombre de joueurs écrit en petit sur la gauche des drapeaux. Et en couleur, les héros qui ont grâce à cette place, une place qualificative aux Worlds, et en gris, malheureusement, ceux qui ont été tout proches de décrocher une place aux Worlds. Donc ce qu'on peut voir, l'un des héros le plus en vue sur ces différents tournois, c'est Sigismar. Sigismar qui prend trois premières places, 3 spots qualificatifs, et qui prend également 2 deuxièmes places, malheureusement non qualificatives. Donc les 3 premières places, c'est au Chili, sur le gros tournoi APAC, qui était un peu une finale de tournois plus nationaux au niveau de l'Asie.
Et enfin, le BGA Qualifier APAC, donc également pour l'Asie, mais bon, on avait quasiment que des Européens et des Américains dessus. Donc voilà, une très grosse performance des Sigismar, évidemment, on pouvait s'y attendre. Et par rapport à ce qu'on a vu juste avant, bah, qui va bien accompagner Sigismar dans ses tops, c'est Traced. Donc on a 3 Traced qualifiés, dont 2 avec une victoire finale du tournoi. Donc au Canada et en Espagne pour la victoire et le Royaume-Uni pour la deuxième place. On avait également un autre Trace en finale sur le tournoi en Espagne, mais malheureusement cette place n'était pas qualificative. Donc au grosso modo, on avait 4 Trace dans ces top cuts, enfin c'est des cuts tout petits, hein, évidemment, puisque je parle que de la finale. Et parmi ces 3 Trace, on a 2 bots fixes et un Trace plus classique. Voilà. Et ensuite, bah, on peut voir une très belle diversité sur la suite des héros. On a un Hatsadi qui s'est qualifié en APAC, on a une Bazira à nouveau, donc ça fait, si je dis pas de bêtises, ça fait 2 Bazira qui sont qualifiés. On a failli avoir une Rin au Canada, malheureusement, mais ça ne passera pas pour cette fois. On a eu une Fen avec Aganman, du coup j'en parlais aux États-Unis, et on a eu une Teja. Et je dis mais il y a évidemment un dernier héros dont je vais parler. Donc oui, on a eu une Teja également perma-ancrage qui a réussi à faire finaliste en APAC. Et enfin, la surprise, l'énorme surprise de ce week-end, c'est la victoire finale à Londres de Aurak avec Moondust pour nommer le joueur. Voilà, Moondust qui nous avait habitués à faire des decks très combos, des Afanas full ravitaillement ou son fameux Aurak avec aussi full ravitaillement des uniques qui ravitaillent lorsque vous jouez un personnage avec une statistique à 0. Voilà, là aujourd'hui, enfin c'est passé en tout cas ce week-end pour lui face à un Trest bot fixe. C'était une finale, voilà, une finale, vous vous doutez bien, avec 2 decks combo très particulières à suivre. Mais voilà, très content que Aurak puisse accéder au Worlds parce que sans unique très 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 forte, c'est quand même assez compliqué pour le héros. On le place très bas dans notre tier list. Mais voilà, ça montre quand même que à force de travail et aussi un petit peu d'originalité au niveau des builds qu'on fait et des uniques qu'on trouve, eh bien, il y a moyen d'aller gratter des choses intéressantes. Et donc pour ça, bah, un gros GG à Moondust pour le travail qu'il a fourni sur le héros. Et on sait qu'il avait déjà fait quelques performances avec Aurak avant ce tournoi-là. Donc voilà à peu près pour l'éventail dans l'ensemble des héros, mais voilà, ce qu'on peut retenir, hein, c'est très clairement Sigismar et Trist qui, tout comme sur BGA, finalement sont tout aussi costauds sur les tournois en physique, donc ça nous rassure, hein, ça montre bien que ce qu'on suit de façon hebdomadaire sur les tournois en ligne, eh bien ça reste quand même à peu près aligné avec la réalité des tournois physiques. Allez, ensuite, sur la grille des match-ups, bon, je vais aller assez vite, hein, parce que de toute façon, l'idée, c'est que cette grille, elle va quasiment plus être valable sur le set qui suit. Mais voilà, ce qu'on peut noter, c'est Sigismar qui a quasiment que des match-ups positifs, sauf contre Trist. Kojo qui a, bah, en tout cas, qui a des difficultés face au top 3, autre Kojo. Donc Sigismar, Trist et Fend. Trist qui est quasiment en positif partout, sauf contre Atsadi où c'est plus compliqué, et Bazira c'est actuellement à égalité. Fen qui a du mal contre Sigismar, et c'est parfois ce qui peut faire que des runs sont un petit peu plus compliqués pour certains Fen. C'est si vous tombez sur trop de Sigismar et trop de Trist, bah, malheureusement c'est un peu les 2 decks les plus joués en ce moment. Donc voilà, il faut le savoir en tout cas quand vous ramenez un Fen. Et puis après, on est tout de suite sur des decks qui se comportent moins bien face au trio de tête. Bazira, Teja, Hatsadi et Akesha. Akesha qui est clairement sur des taux de win rate qui sont catastrophiques face au top 3, ce qui fait que le perso, il est encore beaucoup joué parce que très apprécié, mais actuellement, c'est pas du tout viable compétitivement. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus et je passe à mon dernier slide. Allez, on enchaîne la tier list, la dernière tier list sur ce 7-3 Whispers from the Maze. Donc, sans surprise, on retrouve Trist et Sigismar en haut, bah, pour
vraiment tous les bons résultats qu'on a vus sur ces 3 dernières semaines, que ce soit en physique ou en digital. Fen et Hatsadi, hein, tout simplement, Fen parce qu'elle a quand même fait très forte impression sur certains tournois, dont le qualifier, et puis de toute façon, les métriques globales de conversion sont également très bonnes. C'est le troisième perso qui ramène le plus de top 8. Et puis il y a eu un finaliste et un gagnant de qualifier. Hatsadi, il y a pour l'instant, il me semble, qu'un seul qualifié au Worlds, mais ça reste aussi un héros qui ramène des beaux taux de conversion, avec des joueurs qui souvent ont des très bonnes uniques, qui peuvent caper très très haut sur certains decks. Donc voilà, ça reste aussi à prendre en compte dans le haut du panier. Basira, Kojo qui suivent, hein, de toute façon, grosso modo, Hatsadi, Basira et Kojo sont un petit peu dans le même bloc, même si je mets Hatsadi un tout petit peu plus haut, parce que voilà, le fait de pouvoir ramper beaucoup plus, ça peut rendre des parties très faciles. Certaines uniques font que le deck est beaucoup plus stable. Donc voilà. Nevenka également, qui a fait de belles performances en termes de win rate notamment. De win rate à haut niveau. Donc voilà, j'avais envie de la mettre en dernier à tiers. J'ai mis déjà Aurak en tiers A, mais sous condition d'unique. Voilà, le deck de Moondust nous a très clairement montré qu'il y avait moyen de faire des folies avec. C'est pas le premier à l'avoir joué sur le 7-3, pour le coup. Il y avait Heretic, il me semble, de la team DSL, qui le jouait beaucoup, avec des uniques du même style. Mais voilà, après, dans l'ensemble, sans unique, Aurak, ça ne tient pas, malheureusement. Et Teja, c'est pareil. Teja, alors pour le coup, si vous avez des très bonnes uniques perma-ancrage, eh bien, ça peut le faire. Par contre, sans unique perma-ancrage, c'est même pas la peine avec les removals dont dispose Sigismar, Fen, le duel de cran maintenant avec les Bravos, les affamés qui font que Teja ne peut même plus se setup ou espérer mettre plein de créatures ancrées sous peine de tout se faire enlever avec un affamé. Voilà, c'est quand même assez compliqué. Et ensuite, en bêtière, j'ai mis en avant les performances de Rin et Lindy qui en plus le méritent très clairement, hein, sur la dernière période. Elles sont devant Gulrang, Sierra, en termes de top, en termes de win rate, etc. Donc c'est cohérent de les voir au début du B-tiers. Waru descendu au niveau du tiers, en tout cas avec des bonnes uniques, donc c'est dire, hein, si vous avez des uniques excellentes, vous restez dans le tiers B, donc vraiment Waru c'est compliqué, hein, ça mériterait presque un tiers C, en tout cas sans unique incroyable, c'est tiers C, c'est sûr et certain. Et ensuite, j'ai descendu Akesha parce que les win rates sont vraiment trop faibles contre les 3 héros les plus joués de la méta. Donc c'est presque suicidaire, franchement, d'aller faire un tournoi avec Akesha. Alors, c'est toujours pareil, hein, si vous arrivez à éviter quelques mauvais match-ups, ça peut le faire. Ça peut faire du 4-2, 5-1, du 6-0. Du coup, on l'a jamais vu, hein, donc c'est que c'est a priori quand même compliqué d'aller chercher la dernière victoire, parce que ce sera forcément un des héros concernés. Et enfin, Afanas, Arjun et Subash, voilà, qu'on a vu, hein, très clairement trop bas actuellement. Afanas qui a vraiment trop souffert du nerf. Et puis Arjun et Subash, égaux à eux-mêmes, comme depuis le début du 7-3, j'ai envie de dire. Pour l'instant, c'est très compliqué à voir si le 7-4 apporte de nouvelles choses pour ces héros en bas de la tier list. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi sur ce que j'avais à vous présenter sur ce 7-3. J'espère en tout cas que ce format vous plaît toujours, hein, que vous avez apprécié suivre l'évolution de la méta sur ces 4 derniers mois de compétition avec Whispers from the Maze. Franchement, on est dans une méta qui est une belle méta, honnêtement. Voir autant de héros qui sont forts, qui sont capables d'aller gagner des gros events comme les qualifiers, c'est très plaisant. Ça montre aussi que Equinox est en train d'ajuster un petit peu le tir au niveau de l'équilibrage, et ça fait vraiment très plaisir. Ça donne confiance pour la suite. Et on sait que voilà, cette deuxième année va être une année charnière
dans l'évolution d'Equinox avec, les premiers Worlds et puis, on va aussi attaquer, la route vers, les deuxièmes championnats du monde qui seront certainement de beaucoup plus grosse envergure. Il y a beaucoup de concurrents qui arrivent sur le monde du TCG avec Riftbound notamment donc voilà, c'est important aussi de souligner les points positifs de notre jeu quand il y en a. Et très clairement là-dessus, pour l'instant l'équilibrage c'est vraiment, une très, très bonne chose de voir autant de bons decks. Certains pourraient rouspéter avec la présence de Botfix. Oui, c'est vrai. Mais bon, j'espère que Botfix, ce sujet sera, traité avant les Worlds et qu'on n'en parlera plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter sur ce Meta Report 14 qui, donc je le rappelle, sera le dernier Meta Report pardon, sur le 7.3 Whispers from the Maze. J'espère que le format vous plaît toujours, que vous avez apprécié tout autant que moi de suivre l'évolution de cette méta, franchement, que ce soit la méta pré-nerf, mais surtout la méta post-nerf avec la redécouverte de certains héros, les bonnes surprises, Fen, Atsadi, Bazira. Aurak évidemment sur cette fin de période sur le qualifier Londres. Donc voilà, franchement plein de bonnes choses et surtout une vraie diversité quand même dans les héros qui vont au bout sur les gros tournois. Alors un peu moins de diversité peut-être sur les tournois BGA, mais voilà, c'est peut-être aussi un cycle qui s'auto-entretient un petit peu, même si voilà, on l'a vu, hein, de l'Indie Way qui performe extrêmement bien sur le dernier AWOL de ce lundi. Voilà, tout n'a potentiellement pas été exploré, mais bon, on arrive sur la fin du set et voilà, il y a quand même une belle diversité sur les héros qui vont au bout, donc ça fait vraiment plaisir. Ça montre qu'Equinox semble être de plus en plus en maîtrise de son sujet concernant l'équilibrage et ça nous laisse envisager de très belles choses pour cette deuxième année de compétition. En tout cas, moi j'aurai toujours plaisir à vous partager toutes ces informations sur cette deuxième année de tournoi BGA avec évidemment l'apogée des Worlds où on en reparlera sur cette chaîne, bien évidemment. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à parler de cette vidéo à vos amis, vos collègues de jeu en boutique, hein, ça me soutiendra énormément. Et puis moi, je vous dis à très vite pour certainement une petite rétrospective du 7-3. Et puis, on va rapidement aussi parler 7-4 et Worlds très rapidement sur la chaîne. Voilà, merci à tous et à plus. Salut, salut.